petit moment pour remercier notre commanditaire de la soirée, en fait, la Fondation Gardner. OK. C'est un organisme à but non lucratif qui est dévoué à célébrer les accomplissements en recherche biomédicale et c'est notre commanditaire pour ce soir. Alors, je voulais prendre un moment pour les remercier. Je vais vous expliquer rapidement la façon dont la soirée va se procéder, en fait. Donc, on va avoir 4 présentatrices, un quatuor de présentatrices ce soir. Parfait. Et dans le fond, on va avoir 2 présentatrices pour la première partie de cette soirée, une pause d'environ quoi, 15-20 minutes à peu près? De 10 minutes. De 10 minutes à peu près, très exactement. Et on va avoir ensuite 2 autres présentatrices qui vont venir clore cette soirée. Les présentations sont de 12 minutes, suivies d'une période de questions de 5 minutes. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Petite consigne pour le public, portez attention aux présentations un petit peu. On a un quiz à la fin des 4 présentations où on fait tirer des coupons de consommation gratuite que vous pouvez utiliser ce soir pour les échanger contre une bière ou une consommation simple. Donc, un Ginto, Rum and Coke, les classiques, ne demandez pas une affaire super compliquée, ils vous le feront pas. Parfait, donc c'est pas mal ça pour mon introduction. On va y aller tout de suite avec notre première présentatrice, en fait. Je vais présenter rapidement May Farage. Elle est professeure de nutrition à l'UDM et directrice d'un labo de recherche clinique sur les maladies cardio-métaboliques. OK. Et sa présentation ce soir va démystifier les faits et les fictions de l'obésité. On peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet vraiment un gros sujet dans quelques minutes. C'est vraiment sur l'obésité. Peut-être vous vous demandez c'est quoi cette structure qui est sur la diapo. C'est vraiment le tissu adipeux. C'est où on stocke l'excès de calories, d'énergie qu'on consomme normalement chaque journée. Et c'est vraiment chaque cellule, c'est comme une goutte de lipides. On dit on prend le poids parce que la taille de ces cellules augmente en taille, on stocke beaucoup de gras et on dit on prend le poids et on perd le poids parce que la taille va être réduite. Parce qu'on utilise ce gras, par exemple, pour l'exercice. Et c'est l'accumulation de ce tissu adipeux partout, mais surtout sur le peau, qu'on dit c'est l'obésité. Mais l'obésité, c'est vraiment plus que ça. L'obésité, selon la définition récente de ligne directrice de Obésité Canada, c'est une maladie chronique. Ça veut dire une maladie comme le diabète, comme la maladie cardiovasculaire, qui dure à longtemps et qui nécessite de traitement. Ça peut être un traitement de changement de mode de vie, comme la diète, l'exercice, mais peut-être on a aussi besoin de traitements psychologiques, de médicaments et même de chirurgie. Alors, c'est vraiment variable selon les gens. Et c'est quoi maintenant les causes de l'obésité? On dit que oui, on mange beaucoup plus que la dépense énergétique et on va prendre le poids. Et ça reste vrai, mais quelles sont les causes pour celles-là se produisent? Et c'est ça vraiment les questions. C'est pas parce que quelqu'un manque la volonté ou parce que quelqu'un est paresseux qu'il va augmenter le poids. Et malheureusement, ça fait partie de la stigmatisation qui est là partout contre l'obésité et c'est vraiment grave pour un sujet qui souffre de l'obésité. Mais c'est vraiment, les causes sont variables et très complexes et c'est l'interaction de tous ces facteurs qui vont augmenter ou même augmenter l'apport énergétique par la dépense énergétique. Alors, on peut commencer par exemple par la disposition génétique. On a tout variable, le genre féminin, masculin, les enfants qui ont les parents qui ont l'obésité probablement vont développer aussi l'obésité. Et c'est pas juste à cause de variations génétiques, mais à cause d'un milieu qui peut être obésogène, qui va favoriser, qui va vraiment avoir un milieu peut-être qui est un mode de vie malsain, qui va affecter les enfants pendant toute leur vie.
Le vieillissement, c'est un autre facteur, bien sûr. Avec le vieillissement, on va avoir une réduction de l'activité physique, réduction de masse musculaire, réduction de métabolisme. Alors, c'est plus facile à augmenter le poids. Le médicament et les maladies, il y a plusieurs qui vont affecter la dépense énergétique et apport énergie, bien sûr. Il y a la mobilité réduite. Il y a un mauvais comportement d'alimentation. Ça veut dire quoi? Manger trop, manger gras, trop de gras, manger trop de sucre, sauter le repas, suivre une diète qui est vraiment sévère, qui va réduire la masse musculaire. Tous ces facteurs, tous ces comportements vont favoriser la prise de poids et la reprise de poids après la perte de poids. Il y a aussi la sédentarité. Il y a de travail. On a toujours devant l'écran, les étudiants, ils savent exactement c'est quoi. Mais Covid est arrivé et on a on a été touché par ce type de travail. Pendant une année, l'activité physique a été réduite, bien sûr. Il y a l'accès pour une alimentation saine, le statut socio-économique, ou peut-être un accès à une restauration rapide qui est normalement moins cher. Alors, tous ces facteurs, c'est vraiment, vraiment important. Et le plus gros, c'est vraiment le facteur psychologique. Le stress, l'anxiété, la dépression, le trouble d'humeur, tous ces facteurs peuvent vraiment bouger quelqu'un à changer l'habitude de vie. Il y a des gens qui mangent plus et il y a des gens qui mangent moins. Alors, les gens sont vraiment différents. Personne n'a le contrôle total sur tous ces facteurs. Alors, personne n'a le contrôle total sur le poids. Et oui, on peut changer. Il y a des facteurs qui sont modifiables, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à modifier. Et il y a plusieurs de psychologues qui vont vous dire que le changement de mode de vie, c'est aussi difficile comme l'apprentissage de langue. Et croyez-moi, c'est vraiment difficile. Ça prend du temps, ça prend d'efforts. C'est pas quelque chose que peut arriver comme ça. Alors maintenant, c'est quoi les conséquences de l'obésité? Vous avez entendu que l'obésité est vraiment associée avec les maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, maladies de foie et tout ça. Mais est-ce que vraiment tous les sujets obèses qui vont développer ce type de maladie? Que pensez-vous? Non. OK? Alors, c'est vraiment une fiction parce que l'obésité et les maladies qui viennent avec, c'est pas une maladie à cause d'une accumulation excessive de tissu adipeux, c'est une accumulation excessive de tissu adipeux malade. Comme un cœur, qu'on peut avoir une maladie du cœur, on va avoir la maladie cardiovasculaire, on peut avoir un tissu adipeux qui est malade, qui va nous donner les maladies associées avec l'obésité. La bonne nouvelle est que le tissu adipeux est renouvelable. Alors, chaque 10 années, on va avoir un nouveau tissu adipeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la santé du tissu adipeux ou peut-être pour traiter le tissu adipeux pour essayer de prévenir de ces maladies? On est ce qu'on mange. Malheureusement, il y a beaucoup d'images comme telles, excusez-moi, comme telles sur le Internet qui, normalement, c'est comme tous les sujets obèses ne mangent que des aliments qui sont malsains. Mangent beaucoup de ceci, beaucoup de pizza, de Pepsi et tout ça. Ça peut arriver. Il y a des gens comme ça. Et si ça arrive, ça va induire une dysfonction des tissus adipeux et l'augmentation du risque de maladie. Alors, ça peut arriver. Mais aussi, on peut vraiment augmenter le poids parce qu'on mange une diète qui est saine. On mange beaucoup de noix, beaucoup d'huile de végétale, beaucoup de céréales, beaucoup de graines. Ça peut arriver, c'est juste une augmentation de calories qui va augmenter le poids. Alors, est-ce qu'on peut toujours associer le poids avec la santé? Absolument pas. Okay? Parce que si ça arrive et le poids est augmenté à cause d'une diète saine, on va avoir une augmentation de poids, mais le tissu adipeux reste fonctionnel et on peut prévenir les maladies avec ça. L'exercice de type aérobique ou même la résistance de type de résistance, c'est très, très, très important, même sans la perte de poids, parce que ça peut réduire ou même annuler complètement l'effet d'obésité. Et c'est pas juste un niveau de santé qui est physique et les maladies, mais aussi santé mentale.
Il peut améliorer le trouble d'humeur, l'image corporelle. Alors, il y a beaucoup d'effets positifs de l'exercice qui n'est pas vraiment lié au poids. La chose qui est importante ici est que vraiment on doit dissocier les chiffres qui est sur la balance de la santé physique et mentale de tous les sujets. Et c'est très important et c'est le message qu'on essaye de voir tout le temps. Alors, imaginez-vous si maintenant on met tous ces changements ensemble. Est-ce qu'on peut avoir un effet de diète, de l'exercice et perte de poids pour prévenir le diabète, par exemple? Et la réponse est absolument oui. On peut absolument produire l'incidence ou le développement de maladies comme le diabète, qui est une maladie vraiment grosse pour les gens obèses, avec ce type de mode de vie. Et c'est ça que cette étude a fait. Ils ont pris des gens avec trop risque de diabète. Ils l'ont mis sur 3 interventions. La première, c'était juste 1 heure pendant l'année pour dire, OK, allez faire l'exercice et la diète, et c'est tout. On appelle ça comme un placebo. Oui. Le deuxième, c'est un médicament de diabète. Et le troisième, c'était une intervention intensive avec la diète et l'exercice. Et comme vous voyez, il y a moins de cas d'obésité pendant les 4 ans. Même après 4 ans, c'était presque la moitié de nouveaux cas de diabète. Alors oui, c'est sûr, on peut prévenir la maladie, mais ça requiert de intervention à long terme et aussi l'aide de professionnels parce que ça prend de temps, ça prend d'efforts. Alors, comment y arriver avec la diète? Il y a plusieurs diètes qui sont là. Vous avez entendu de diète méditerranéenne, de diète végétarienne, végétale, de régime d'âge. Et tout ce type de diète, c'est vraiment une augmentation de fruits et légumes et de céréales et de noix et tout ça. Mais il y a une petite variation. Il y a par exemple le diète ici, le végétal, il n'y a pas du tout de source animale, la diète qui est d'âge, pas de vraiment choses salées pour essayer de réduire l'hypertension. Mais aussi il y a le diète ici qui est faible en glucides, qui est exactement à l'inverse. Alors on ne mange pas beaucoup de glucides et on augmente beaucoup la viande et les protéines de source animale et source végétale. Et c'est très bien, mais maintenant les questions. Selon vous, quel est le régime qui est le meilleur, par exemple, juste pour la perte de poids? Que pensez-vous? Méditerranéen? Oui. Et d'autres questions, d'autres réponses? Efficace pour réduire le poids. Absolument. Absolument, c'est ça la réponse. Il n'y a pas vraiment un régime un seul régime qui est vraiment recommandé à suivre. Le meilleur régime, la meilleure diète, c'est une diète qui est personnelle, flexible, qui va nous donner beaucoup de nutriments pour garder la santé de notre corps et prévenir la maladie et qui peut être suivie à long terme. Alors c'est ça vraiment le message qui est très important. La dernière chose, c'est aussi que ce qu'on fait, au labo, même sans la perte de poids, on essaie à voir c'est quoi le facteur de risque qui peut induire la maladie de tissu adipeux et augmenter le risque de maladie de diabète, mais aussi est-ce qu'on peut réduire ça avec l'oméga 3. Alors, si jamais vous voudrez être inclus dans cette étude, je vous invite à nous contacter avec courriel ou peut-être de téléphone pour avoir plus d'informations, pour évaluer si vous pouvez être inclus. Merci pour votre temps et je suis prête à répondre à vos questions. Un énorme merci. Est-ce qu'on m'entend? Coucou. Ah, oui. Cool. OK. Je suis chaud. Un énorme merci pour la première présentation. Ça a brisé la glace. Donc, j'inviterai les gens du public, en fait, si vous avez des questions, vous pouvez venir au micro ici, en fait, pour les poser directement à notre première présentatrice. S'il n'y a personne, ben, je vais y aller. Vous pouvez venir dans la file en arrière de moi. Il n'y a pas de problème. En fait, je voulais demander rapidement, vous avez présenté comme plusieurs causes, right? Est-ce qu'il y en a une qui serait vraiment plus courante, plus commune, plus... non, pas du tout. Pas vraiment. Est-ce que ça marche? Ça oui. Pas vraiment, parce qu'on a tout différent. Et pendant, par exemple, le COVID, qui a entendu avoir quelque chose comme ça? Maintenant, on a tout devant l'écran, des choses arrivent. Mais
même on dit que les gènes sont importants, mais tous les gènes n'expliquent que moins de 2% de variation de poids. Alors, c'est vraiment l'environnement, l'effet de l'environnement et le mode de vie et tout ça qui va affecter beaucoup et c'est variable. Moi, j'avais une question quand vous avez montré comme le graphique où il y avait comme le médicament contre le mode de vie. Puis, est-ce qu'ils ont essayé de faire le médicament et le mode de vie, puis voir si ça a un effet encore plus important que l'un ou l'autre? Peut-être, ça peut arriver. Avec les, c'est pas peut-être publié à ce moment. L'étude, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, avec cette étude, ça a dû rester pendant 5 ans. Mais les gens avouent qu'on peut réduire le diabète et on arrête comme ça parce que c'est pas vraiment éthique de continuer à faire une placebo et sans la réduction. Les deux ensemble, ça peut arriver, mais pas jusqu'à le moment. C'est peut-être que j'extrapole un petit peu par rapport à votre sujet, Ouais. mais je désire savoir si vous êtes au courant si les médecins de nos jours peuvent fournir une prescription d'activité physique ou un abonnement à un gym ou faire un suivi psychologique avec la personne, bref, lui donner autre chose que justement des pilules pour l'aider à réduire. À aider, à réduire. Exactement. Absolument, tu as raison, mais je pense pas que le médecin veut faire quelque chose comme ça. Mais aussi, ça requiert une équipe multidisciplinaire. C'est pas juste un médecin. On a besoin d'un kinésiologue, d'un diététiste, d'un médecin, même de traitement de psychologique. Personne ne peut faire le job de l'autre professionnel. Alors, si on a une équipe comme ça, peut-être on peut aider les gens. On peut pas juste laisser les gens à les voir comme ça. C'est très, très difficile, mais j'espère un jour. Un jour. Merci. Et Oui. j'avais une question, moi. Est-ce que vos études, elles ont porté sur différents types de populations à travers le monde ou est-ce que c'est spécifique à la population nord-américaine? Celle-là, c'était une population nord-américaine. Mais pour la diète que je montrais avec la réduction de pourcentage de diabète, Oui. c'était nord-américain. Mais du coup, est-ce qu'on peut aller chercher des informations sur des diètes dans d'autres pays? Je pense à la diète, comme l'alimentation chez les Japonais qui est très particulière. Pas exactement, mais normalement, quand on fait une revue de littérature, comme le Obésité Canada en fait, ils font tout le revue de littérature partout. Et oui, ça peut être spécifié pour l'Américain du Nord à cause de changements de diète, de mode de vie et tout ça, mais quand il fait une ligne directrice, c'est normalement l'ensemble de l'étude par tout le monde pour avoir une génération pour le monde. Mais c'est pas nécessairement juste pour l'étude de l'Amérique du Nord. Merci. De rien. Yahoo! OK. Parfait. Encore une fois, merci à Mme Farage pour la première présentation. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième. Donc, j'inviterai en fait Romane Monet. Excusez, j'écris terriblement mal. J'ai de la misère à lire mon écriture. Romane Monet? Oui? OK, cool. All right. OK, j'ai bien deviné. C'est une étudiante de maîtrise à McGill. Elle poursuit ses études en biochimie sur des maladies qui sont liées au vieillissement, comme le cancer, par exemple. Et justement, sa présentation va porter sur l'interaction d'un gène Hot-Air M1, ce gène-là. Cool! Mon Dieu, je suis même bon! OK. Sur ce gène-là, je ne le répéterai pas. Et lié à la prévention du cancer. En fait. Ok, vous pouvez m'entendre? C'est bon? Ok, bonsoir à tous, puis merci d'être ici pour qu'on puisse parler de science tous ensemble. Puis je vais vous parler un peu de mon projet de recherche. Mais juste avant, j'ai une petite introduction, mais je voulais juste comme m'introduire moi-même. Je m'appelle Romane, puis je suis étudiante à la maîtrise à McGill et je fais de la recherche sur le cancer en fait. Puis ma molécule préférée, elle s'appelle, comme il a si bien dit, elle s'appelle OTER-M1. Et puis, mon projet porte sur, en fait, est-ce que OTER-M1, c'est plutôt un ami ou plutôt un ennemi du cancer? Puis, je vais pas faire durer le suspense trop longtemps. En fait, c'est les deux. Et on va voir pourquoi tous ensemble. Donc, je vais commencer par la question que je pense qu'on se pose tous dans la salle, là. Qu'est-ce que c'est que OTER-M1? Et en fait, dans notre corps humain, on a plein de cellules. Puis, dans chacune de ces cellules,
on a de l'ADN, et l'ADN, c'est des gènes, puis l'un de ces gènes, c'est OTRM1. Puis c'est vraiment obscur, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui est intéressé par ça, mais moi, je suis super intéressée, puis dans mon labo, on est intéressé, et on pense que tout le monde devrait l'être. Puis c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Puis l'autre sujet de mon projet de recherche, c'est le cancer. Je pense que ça, vous êtes un peu plus familier avec le concept du cancer, mais je voulais quand même donner quelques données. Le cancer, c'est la première cause de décès au Canada, puis c'est responsable de 28% des décès. Donc, ouais, on entend parler tout le temps, et puis on se dit, bah, c'est le cancer, on connaît, mais c'est quand même une maladie vraiment importante au Canada. Puis, c'est estimé que 2 Canadiens sur 5 seront atteints du cancer au cours de leur vie, puis que 1 sur 4 en mourra. Donc, je sais pas si ça peut vous aider à visualiser, mais si vous prenez comme vous et vos 3 meilleurs amis, bah, à vous 4, il y a pas mal de chances qu'un de vous meure du cancer. Donc, c'est vraiment une maladie qui prend beaucoup de vie au Canada. Puis, il y a beaucoup de recherches dessus, mais l'importance de la recherche, bah, elle est là parce que c'est une grande maladie. Puis, c'est pour ça que j'ai choisi de m'impliquer dans la recherche en faisant de la recherche sur le cancer. Mais je voulais juste, avant de continuer, souligner que la recherche, c'est pas le seul moyen de s'impliquer dans la communauté du cancer. Puis, on peut aussi faire ça à travers le bénévolat. Puis moi, je suis bénévole avec un organisme communautaire qui s'appelle les Accordailles. Je sais pas si vous connaissez, c'est basé dans le plateau en fait. Puis c'est un accompagnement aux personnes âgées. Puis on fait pas mal d'accompagnement à des rendez-vous médicaux pour la radiothérapie, puis des traitements du cancer. Puis là, on voit une photo de moi et d'une très gentille dame que j'accompagne à ces accompagnements, puis avec mon badge de bénévole. Donc voilà, je voulais juste souligner qu'il y a la recherche contre le cancer, mais il y a aussi d'autres moyens de s'impliquer si ça vous intéresse. Puis si vous voulez venir m'en parler à la fin des présentations, je serais très heureuse. On est toujours à la recherche de bénévoles. Bon, pour en revenir au cancer dans le cadre de la recherche, en fait, le cancer, il a des amis, puis il a des ennemis. Ces amis, on les appelle les oncogènes. C'est tous les gènes qui vont l'aider à avancer, puis à prendre le dessus. Puis ces ennemis, on les appelle les suppresseurs de tumeurs, ou les SDT. Puis ça, c'est tous les gènes qui vont empêcher le cancer, en fait, de progresser. Et on peut penser, en fait, que le cancer, c'est un peu comme une bataille, donc avec 2 armées qui s'affrontent. Puis d'un côté, on a les suppresseurs de tumeurs, qui se battent pour empêcher le cancer, puis de l'autre côté, on a les oncogènes qui essayent d'aider le cancer. Et la plupart du temps, bah, les suppresseurs de tumeurs sont plus nombreux, puis ça, c'est bon pour nous. C'est un bon signe, ça veut dire qu'on est en bonne voie pour vaincre la bataille du cancer. Mais malheureusement, d'autres fois, les oncogènes sont trop nombreux, puis les suppresseurs de tumeurs sont pas là. Et puis ça, c'est mauvais pour nous, parce que ça donne plus de chances au cancer de gagner. Donc, pour en revenir à ma molécule préférée, OTRM1, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Eh bien, il participe à cette bataille du cancer. Et puis, par moment, on le trouve dans le camp des suppresseurs de tumeurs. Puis, il aide les suppresseurs de tumeurs dans la bataille. Puis, d'autres moments, en fait, il change de côté, puis il va dans le côté des oncogènes. Puis, c'est vraiment étonnant, ça arrive. On n'a pas beaucoup d'exemples de gènes qui sont capables d'agir dans les 2 camps et de changer comme ça. Puis, nous, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il change de côté et comment est-ce qu'il fait ça. Puis, juste pour vous donner concrètement comment est-ce que OTRM1 est impliqué dans le cancer, bah, il est impliqué en tant que suppresseur de tumeurs dans le cancer colorectal, le cancer des ovaires, le cancer gastrique, le cancer du rein et le cancer de la thyroïde. C'est là qu'on en est pour l'instant. Il y a peut-être d'autres exemples, juste qui n'ont pas encore été découverts. Puis, il est impliqué en tant qu'oncogène dans le cancer de l'endomètre, du sein, de la thyroïde et du cerveau. Donc, c'est pas que dans un cancer très obscur qu'il est impliqué, c'est quand même ça touche beaucoup de cancers et donc beaucoup de monde à travers ça. Puis, enfin, pour en arriver à la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il fait ça? Comment est-ce qu'il agit d'un côté et de l'autre? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que OTRM1, il existe dans des variantes de tailles différentes. Il y a la longue, la moyenne et la courte. Il y en a d'autres que ces 3-là, mais c'est vraiment les 3 principales, puis c'est les 3 sur lesquelles on se concentre. Et notre hypothèse dans mon laboratoire, c'est peut-être ces variantes de tailles différentes ont également des effets différents, causés par leur taille différente. Donc, une possibilité, c'est peut-être que en fait, ces variantes ont une stabilité variable, puis je vais en parler juste après. Puis l'autre possibilité qu'on explore, c'est peut-être que ces variantes ont des contacts cellulaires différents. Donc, pour commencer avec la stabilité variable. Si vous imaginez que la version longue de OTRM1, puis là c'est juste une hypothèse, c'est encore en cours de recherche, mais si on imagine que la version longue, elle a une durée de vie de 6 heures, et qu'au contraire, la version courte,
elle a une durée de vie de 1 heure. Bah, vous pouvez voir tout de suite que la version longue aura 6 fois plus d'activité. Même si elle a la même activité, bah, du fait d'être là 6 fois plus longtemps dans la cellule, elle a 6 fois plus de temps de faire ce qu'elle veut faire. Puis ça pourrait affecter sa fonction. Et on pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les études ont montré que Oterra-1 est soit oncogène, soit suppresseur de tumeurs. Puis moi, comment je teste ça dans le laboratoire, c'est que je prends comme des petites boîtes avec des cellules. Et à un moment, je stoppe d'un coup la production de Oterra-1. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, il n'y a plus de nouveau qui est fait, juste soit ça stagne, soit ça se dégrade. Puis donc, je mesure la quantité de Oterra-1 qui reste. Donc, c'est-à-dire que pendant plusieurs heures après ça, bah, je prends des cellules, puis je regarde, il en reste combien maintenant? Il en reste combien maintenant? Et puis, si la molécule, le Oterra-1 que j'étudie a une durée de vie de 6 heures, bah, sa quantité va descendre au fur et à mesure du temps, mais de manière plutôt lente et plutôt qui descend pas trop d'un coup. Alors qu'au contraire, les versions qui ont une durée de vie bien plus courte, bah, elles vont tout de suite chuter en fait, parce qu'elles n'ont pas le temps de rester dans. S'il n'y en a plus qui est créé, bah, sa quantité descend tout de suite. Et puis donc c'est à peu près ça l'expérience que je fais en fait pour étudier les stabilités des variantes de Oterra-1. Puis je voulais juste montrer des photos pour voir concrètement bah, cette expérience, ça ressemble à quoi en personne. Donc, je ne sais pas si vous connaissez BeReal, mais la plupart de mes photos, c'est des BeReal, parce que je suis au labo, là, quand ça sonne. Donc ça, c'est quand j'ai mes cellules dans les petites assiettes, là, ça ressemble à ça. Puis on les garde à 37 degrés dans la grande boîte en métal que vous voyez. Puis après, si je les regarde au microscope, ça ressemble à peu près à ça. Puis c'est un peu des petits points ou des petites étoiles, là. Chaque petit point ou une petite étoile, c'est une cellule. Moi, je les trouve très mignonnes, je sais pas vous, mais voilà. Là. Et puis après, quand je stoppe la production de Oterra-1, bah, c'est un peu comme ça. Là, j'ai des liquides que je mets dedans. Puis si j'y réfléchis bien et que je mets les bons liquides, la bonne quantité, ça arrête la production de Oterra-1. Et enfin, bah, quand je collectionne mes cellules, je les mets dans un tube. Puis je sais pas si vous voyez, il y a comme un petit nuage blanc au fond. Bah, c'est mes cellules en fait que j'ai comme enlevé de leur assiette, puis je les ai mis dans le tube. Puis après, je fais toutes mes expériences pour regarder comment leur quantité descend. Donc ça, c'est pour notre première hypothèse, que les variantes ont des stabilités différentes. Pour la deuxième hypothèse, qui est que les variantes ont des contacts cellulaires différents, en fait, imaginez que la version longue, elle a des contacts avec 3 molécules, la 1, la 2 et la 3. Puis que la moyenne, comme elle est plus courte, il lui manque le contact avec la 3. Et que la courte, elle est tellement courte qu'elle a des contacts seulement avec la molécule numéro 1. Ben, en fait, on pense que ça peut être une des autres raisons pour lesquelles Oterra-1 a un rôle si différent. Et comment je teste ça dans le laboratoire, c'est que j'utilise des anticorps qui sont collés à des billes magnétiques. Donc l'anticorps, c'est une molécule qui va être capable, là, disons que mon anticorps, il est capable de attirer vers lui la molécule numéro 2. Donc quand je vais mettre tout ça en contact dans un tube, et ben mon anticorps, oups, pardon, désolé, je bouge trop. Mon anticorps, il va amener vers lui la molécule 2 et par ce biais, la version longue de Oterra-1. Okay. Et il va également attirer vers lui la version moyenne de Oterra-1. Et il va laisser en fait la version courte parce qu'il n'a aucune raison de l'attirer vers lui parce qu'il n'y a pas la molécule 2 posée dessus. Puis après, moi, je vais prendre un aimant, puis mon aimant, bah, il va tirer vers lui la bille magnétique. Et donc, je vais comme ça me permet de séparer mes variantes de Oterra-1 en fonction de est-ce qu'elles sont liées à la molécule numéro 2. Puis je peux faire ça pour la molécule numéro 1 et la molécule numéro 3, un peu pour regarder les contacts différents. Puis je voulais juste vous montrer une vidéo de à quoi ça ressemble l'aspect aimant dans le laboratoire. Donc là, on a un liquide marron, puis dedans, il y a tout. En fait, il y a la version courte, moyenne, longue, toutes les molécules, mes billes magnétiques. En fait, c'est mes billes magnétiques qui sont marron. Puis après, je vais placer derrière des aimants, puis vous allez voir que ça va permettre de séparer les billes magnétiques du reste du liquide. Je pense que, ouais, comme ça. Donc là, on pose les aimants derrière, puis vous pouvez voir que Là, c'est la compagnie qui a fait la vidéo, ils disent en 9 secondes, puis en vrai c'est en 30 secondes, mais c'est quand même plutôt rapide. Puis ça nous permet de séparer les billes du reste du liquide. Et donc là, dans mon exemple, la version courte serait restée dans le liquide, puis la version longue et moyenne serait posée contre le coin, et puis ça nous permet de les séparer. Et donc, c'est donc ça notre deuxième hypothèse, en fait, que les variantes ont des contacts différents, puis qu'après c'est ces autres contacts qui ont un rôle dans le cancer. Donc juste, qu'est-ce qu'il faut retenir de ma présentation? La première chose, c'est que le cancer, malheureusement, ça tue encore beaucoup de monde, surtout dans les pays comme le Canada.
Et puis que OTRM1 joue un rôle double dans le cancer, soit le favorisant, soit l'empêchant. Et puis que ça, c'est vraiment étonnant, vraiment spécial, et qu'on pense que si on comprend mieux comment ça se passe, on pourrait en fait mieux traiter les cancers liés à OTRM1, tous ceux que j'ai montrés plus tôt. Et dans mon laboratoire, on pense en fait que ceci est dû aux molécules de OTRM1 de taille différentes, la longue, la moyenne et la courte. Et puis que ça passe soit par la stabilité, soit par les contacts. Il y a bien sûr d'autres possibilités, mais on peut tester qu'une chose à la fois. Donc on a commencé avec 2 pistes, puis on verra si ça nous mène quelque part. Et moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? Eh ben, j'essaie de comprendre si c'est le cas. Et puis si oui, comment? Puis l'objectif final en fait de mon étude, ce serait de trouver des meilleurs traitements en fait pour tous les cancers liés à OTRM1. Puis donc ça, c'est une photo de moi en pleine expérience là, quand quelqu'un de mon laboratoire est venu derrière moi, puis il m'a dit souris, puis je dis mais puis je voulais juste finir puis remercier les gens de mon laboratoire. On est plus que 3, mais j'ai pas des photos avec les autres. On est 8 au total. Mais oui, juste les remercier pour toute leur aide au cours de mes expériences. Puis je voulais aussi remercier Bistro Brain pour l'événement. Merci à tous. Très cool. Encore une fois, merci pour ta présentation. Pendant que les gens se déplacent lentement, petite question rapide. Tu dis, tu observes, tu quantifies en fait le nombre de OTRM1 qu'il y a dans ton petit plat de pétri. Question un petit peu niaiseuse, mais comment tu fais? Tu les comptes-tu, genre? Non, mais comment tu fais pour quantifier le nombre de cellules que tu as dans ton plat? Le nombre de cellules ou le nombre de OTR? Le nombre de OTR, plutôt. De OTR, donc je prends mes cellules, puis là j'en prends 10 millions. Puis il y a plein d'étapes que je vais pas décrire parce que c'est à peu près 4 jours d'expérience, puis je pense que ce serait long à expliquer, mais je les mets après dans un tube et puis je les mets avec je les mets avec 2 choses. Une molécule qui les rend fluorescents, puis une autre molécule qui leur permet en fait qui permet à juste OTRM1 de s'amplifier, qu'il y en ait plus. Puis je suis obligée d'en faire plus parce que sinon j'arrive pas à voir tellement c'est petit, mais en fait après ça fluoresce, puis si je vois beaucoup de fluorescence, c'est qu'il y en a beaucoup, puis si j'en vois moins, c'est qu'il y en a moins. C'est ça. Allô, merci pour ta très dynamique présentation avec toutes les figures, c'est vraiment tes images en fait du labo, c'est vraiment cool. Je me demandais, je sais pas si tu l'as déjà testé ou si tu anticipes, est-ce que les différentes versions, tu vas voir qu'est-ce que tu anticipes au niveau de la stabilité? Est-ce que la plus longue version va être plus stable et la plus courte va être moins stable? Est-ce que tu l'as testé ou... On pense que la plus longue est moins stable parce qu'on a un peu regardé sa séquence, puis il y a des choses dans sa séquence qui ont été observées dans d'autres molécules que ça fait descendre la stabilité. Puis là, on voit la même séquence dans notre OTRM1 et faut qu'on le prouve, mais en théorie, ça pourrait dire que la version longue a une stabilité plus basse. Et puis entre la moyenne et la courte, on ne sait pas trop là, pour l'instant. Merci. Salut Romane. Bonjour. Super présentation. Moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es capable, comme tu as beaucoup de patients qui ont l'air d'avoir différents types de cancers selon les suppresseurs de tumeurs ou pas, est-ce que tu es pas capable de faire une prédiction sur les patients et les niveaux de OTRM1 qu'ils vont avoir? En fait, moi je suis pas franchement du côté patient. Quand j'ai montré les différents types de cancers, ça vient genre d'études qui regardent même plutôt des cellules que des patients en eux-mêmes. Mais il y a pas mal d'études qui essayent de regarder, ils appellent ça des signatures du cancer. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est comme ils trouvent des gènes modèles, puis quand on a un nouveau patient, on regarde, ok, comment est-ce qu'il se passe avec ces gènes signatures en fait, et à partir de ça, prédire un peu comment va évoluer son cancer. Mais je pense que ça n'a pas encore été fait pour OTRM1. Donc, très bonne question, merci. Ok, moi aussi j'ai trouvé la présentation très bien. Ma question, elle se relie un petit peu à ça. Est-ce que tu penses que la deuxième partie de tes expériences avec les billes, etc., ça pourrait aider plus tard à comprendre aussi pourquoi OTRM1 est lié au cancer que tu as montré? Est-ce que c'est une question des cellules qui sont impliquées dans parce qu'on a vu que c'est la thyroïde, les organes reproductifs des femmes. Est-ce que tu penses que ça pourrait être parce qu'il y a un certain type de cellules présent là qui attire OTRM1? C'est sûr que c'est une possibilité, puis on n'a pas encore regardé ça, mais
les cellules des différentes parties du corps humain, elles ont des expressions de gènes différents, donc elles vont exprimer des gènes à des niveaux différents. Puis c'est vrai que ce serait peut-être pour ça que Oterum agit différent dans les différents organes. C'est quelque chose qu'il faudrait regarder, ouais. Merci. Bonjour. Ma question, ça serait lié à le VPH. Je sais que ça peut causer le cancer de l'utérus. Puis je me demandais si vous aviez regardé s'il y avait des liens avec le nom de la molécule que j'ai oublié. Des liens entre le VPH et la molécule? Oui. Non, j'ai pas encore regardé, mais je pourrais comme ouvrir Google Scholar et faire VPH Oterum1 et puis voir si quelqu'un a publié quelque chose avec ces deux mots dans le même. Enfin, ce serait intéressant de regarder, ouais. Cool. Merci à tous. Yahoo! OK. Donc, encore une fois, merci à nos deux premières présentatrices. On va prendre un break, une dizaine de minutes. N'hésitez pas à aller au bar, aux toilettes, vivez votre vie. On revient dans 10 minutes avec nos deux dernières présentations. Salut! Coucou! On va recommencer, en fait, pour les deux dernières présentations de la soirée. J'espère que vous avez passé une pause rafraîchissante, là, quelque chose d'inspirant, là, de ressourçant, de très cool. J'espère que vous avez un petit peu pensé aux deux premières présentations aussi. Je vous avais dit de porter attention sur les présentations. On a un quiz à la fin. Pensez à ça aussi. On va enchaîner tout de suite avec la prochaine présentation de notre soirée. On va y aller avec... OK. Maria Galipeau, en fait, qui est doctorante en biologie moléculaire, sous la supervision du docteur Jennifer Estal. Oui? Cool! Nice! OK. Et elle va nous présenter ses recherches, en fait, sur les liens entre une mutation génétique et le diabète. Je suis grande. OK, donc bonsoir tout le monde. Je suis super contente d'être ici. Je remercie BistroBrain justement pour l'invitation ce soir. Puis, c'est ça. Moi, je suis à l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui est vraiment pas loin d'ici, si vous, croisement Avenue des Pins, Saint-Urbain. Donc, c'est vraiment pas loin. Puis, ce soir, je vais continuer la lancée en vous transportant dans mon univers quotidien que j'intitule « Un diabète instable, PGC le coupable ». Et lorsque je parle de PGC, je parle d'une protéine, mais pas des protéines que vous consommez tous les jours qui se retrouvent soit dans le lait ou dans les produits laitiers ou la viande. Je parle pas non plus des protéines qu'on retrouve sur les étiquettes des valeurs nutritives. Lorsque je parle d'une protéine comme PGC, je parle d'une protéine qui a une forme en 3 dimensions bien spécifique, une protéine que je produis, que vous produisez aussi et qui possède un rôle bien précis dans notre corps. Mais le corps humain produit des milliers de protéines différentes, mais moi, dans mon doctorat, c'est vraiment PGC, la protéine qui m'intéresse. Et dans mon laboratoire, nous avons découvert que PGC, c'est une protéine qui est parfois très instable. Mais qu'est-ce que instable veut dire? Donc, pensez à un réseau Wi-Fi. Vous venez de l'installer sur votre téléphone, votre ordinateur, le réseau est super stable, tout fonctionne correctement. Mais arrive un événement, du tonnerre, tempête de neige, l'hiver s'en vient, votre chat a mangé le fil de votre réseau Internet ou vous allez faire une petite balade en forêt et le réseau devient de moins en moins stable jusqu'à finalement couper puis disparaître. Bien, c'est le même principe pour la stabilité de ma protéine PGC. Normalement, la protéine est dans sa forme 3D, très stable, tout va bien. Mais lorsqu'il y a une mutation à un site bien spécifique dans la protéine va devenir de moins en moins stable, jusqu'à finalement ne plus être stable du tout, puis elle disparaît. Et nous avons estimé dans le laboratoire que ça prend environ 45 minutes avant que PGC disparaisse à cause de la mutation. Puis c'est vraiment rapide, 45 minutes pour une protéine. Et lorsque PGC disparaît, eh bien, il ne peut plus effectuer son rôle essentiel dans notre corps, qui est de nous donner de l'énergie. Donc, PGC va surtout être utile lorsqu'on fait de l'exercice pour aider nos muscles pour donner de l'énergie à nos muscles, en fait, soit pour nous aider à nous réchauffer en hiver lorsqu'il fait froid, ou pour nous aider à faire des réserves lorsqu'on fait un jeûne prolongé.
Et dans toutes ces conditions, eh bien, c'est des conditions où le corps a un plus grand besoin en énergie. Et justement, PGC, eh bien, on va le retrouver dans les organes qui ont un grand besoin en énergie, comme le cerveau qui doit fonctionner 24 heures sur 24, même chose pour le cœur, le foie, le pancréas et même nos muscles. Mais il y a de plus en plus d'études cliniques qui suggèrent qu'une mutation bien précise dans PGC pourrait nuire à sa fonction qui est justement de nous donner de l'énergie. Étant donné que les glucides et les lipides, ou les gras, qu'on retrouve dans notre alimentation sont deux grandes sources d'énergie pour nos cellules, on s'est demandé dans le laboratoire si la mutation pourrait avoir un impact sur la façon dont on brûle les graisses versus les glucides après avoir mangé. On a donc collaboré avec le laboratoire du Dr Mefaraj à l'IRCM et Dr Mefaraj est ici avec nous ce soir. On a vraiment la chance, vous avez eu la chance de voir sa présentation juste avant la première présentation de la soirée. Puis, je la remercie au passage et la félicite pour son excellente présentation. Donc, donc grâce à son équipe, ils ont pu recruter en fait des hommes et des femmes adultes qui sont en surpoids et ils leur ont donné un déjeuner qui était riche en gras et en glucides. Donc, comme un peu l'image que vous voyez à votre droite. Et les résultats suggèrent que les personnes qui sont porteuses de cette mutation vont brûler plus facilement les glucides que les lipides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne, si je suis porteuse de la mutation, je vais brûler moins les lipides ou les gras. Donc, je vais avoir peut-être tendance à les stocker plus. Donc, je serai plus à risque d'obésité et de problèmes métaboliques comme le diabète. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Donc, peut-être une prochaine présentation, vous en saurez plus sur ces détails. Et maintenant, vous devez vous demander, mais c'est quoi finalement cette fameuse mutation que j'arrête pas de parler? Donc, pensez à l'alphabet, c'est composé de 26 lettres de A à Z, notion bien simple, vous l'avez tous appris à un très jeune âge. En génétique, on a encore plus simplifié cet alphabet en conservant que 4 de ces lettres, le A, le C, le G et le T. Et l'ordre dans lequel ces 4 lettres seront placées, ainsi que... Oh, ça a pu marcher? Voilà. L'ordre dans lequel les 4 lettres vont être placées, ainsi que la longueur de la séquence des lettres, vont dicter quelle protéine sera formée. Donc, lorsqu'il y a une mutation, ça arrive qu'il y ait seulement un simple changement de lettres. Donc, ici, vous avez le mot rire et le mot lire. Donc, vous voyez qu'il y a seulement le R et le L qui les différencient. Mais la signification des deux mots, c'est complètement différent. Donc, rire et lire, c'est pas du tout la même action. Et c'est le même principe dans la mutation dans ma protéine PGC. Donc, si vous regardez à gauche, parmi les centaines de séquences de lettres qui composent ma protéine, il y a seulement une lettre qui va être changée pour une autre, soit un G pour un A. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle une mutation, donc un simple changement de lettre. Et parmi les gens dans la salle ici, peut-être que 5 d'entre vous seraient porteurs de cette lettre mutée. Alors qu'ailleurs dans le monde, on retrouve surtout la mutation dans les populations du Pacifique, de l'Eurasie et de l'Amérique centrale, mais on ignore vraiment pourquoi. On sait que les humains ont évolué autant avec la lettre non mutée que la lettre mutée, alors que la plupart des animaux, comme le rat et la souris qu'on utilise en laboratoire, ont conservé seulement la lettre mutée. Mais encore là, on ne sait pas pourquoi. Mais tout ce qu'on sait par rapport à la mutation chez les humains, c'est qu'elle augmente les risques de développer le diabète de type 2. Vous avez probablement déjà entendu parler d'autres types de diabète, diabète de grossesse, diabète de type 1, mais pour le restant de ma présentation, je vais surtout vous expliquer plus en détail qu'est-ce que finalement le diabète de type 2. Maintenant, tout type de diabète, c'est le pancréas qui a la vie dure, malheureusement, et vraiment triste. Donc, chez une personne en santé ou un pancréas en santé, le pancréas va produire une hormone que l'on appelle l'insuline, que j'ai représentée sous forme d'une clé. Pourquoi? Parce que l'insuline va agir comme une clé qui va venir ouvrir une porte qui se trouve au niveau de nos organes. Et grâce à cette porte, le sucre qui circule dans le sang, qui provient de notre alimentation, va pouvoir traverser la porte et aller fournir de l'énergie à nos organes. Et c'est vraiment important de garder la quantité de sucre dans le sang stable, parce que sinon ça peut mener à des maladies comme le diabète de type 2. Et il y a plusieurs facteurs de risque au diabète de type 2 comme l'obésité, dont Dr Mefaraj a parlé plus tôt. Il y a aussi le manque d'activité physique. Il y a les facteurs génétiques, comme la mutation dans ma protéine PGC, et il y a aussi les mauvaises habitudes alimentaires à long terme. Donc, imaginez une personne qui va consommer régulièrement des aliments riches en gras et en sucre,
à long terme, ou même quelqu'un qui peut-être qu'on va au McDonald's très régulièrement, presque à tous les jours, eh bien tout le sucre qui se trouve dans l'alimentation va finir par se retrouver dans votre sang ou dans le sang d'une personne qui consomme énormément de sucre. Mais pour garder le sucre dans le sang le plus stable possible, le pancréas va devoir produire d'énormes quantités d'insuline ou des quantités de petites clés. Et comme quelqu'un qui travaille trop finit par s'épuiser ou un étudiant en fin de session devient de moins en moins productif, fait des erreurs, eh bien le pancréas aussi, à force de devoir produire trop souvent de petites clés ou trop souvent d'insuline, le pancréas finit par s'épuiser. Et lorsqu'il s'épuise, il va produire de moins en moins de bonnes clés et il va commencer à produire des clés qui deviennent défectueuses. Et lorsque le pancréas produit des clés qui deviennent défectueuses, c'est ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Donc, ça veut dire la clé d'insuline ne peut plus aller ouvrir la porte qui se trouve au niveau de nos organes. Donc, le sucre va les cogner, mais ne peut plus rentrer. Donc, il va rester dans la circulation sanguine, il va s'accumuler et c'est vraiment pas bon parce que le sang circule partout dans notre corps. Donc, trop de sucre dans le sang, ça peut autant affecter nos yeux, nos reins, nos nerfs, qui sont des complications très courantes chez des personnes atteintes de diabète de type 2. Donc, au cours de mon doctorat, nous avons découvert que la mutation dans PGC affecte sa stabilité en rendant la protéine moins stable, mais l'enquête est loin d'être terminée. Il me reste toujours à déterminer quel va être l'impact de la mutation sur le rôle que PGC va jouer dans notre corps, quel va être l'impact sur la façon dont la protéine va se replier sur elle-même. Désolée, c'est moi qui fais du bruit. Tout va bien. OK, je pourrais expliquer plus tard c'est quoi, mais on va continuer. Oui, il me reste aussi à déterminer quel va être l'impact, dans le fond, de la mutation sur l'interaction que PGC va avoir avec ses amis, les autres protéines. Et évidemment, il me reste aussi à déterminer... Bon, on ne sait toujours pas en fait comment et pourquoi la mutation dans PGC mène au diabète de type 2. Et on ne sait pas non plus dans quel organe, finalement, la mutation va avoir un impact plus significatif. Mais pour nous aider à déterminer, en fait, ces deux dernières conclusions, eh bien, dans notre laboratoire, nous avons créé un modèle de souris qui est porteur ou non de la mutation. Donc, si vous vous rappelez, les souris ont seulement la lettre mutée, donc seulement porteuses de la mutation. Donc, on a modifié génétiquement ces souris pour qu'elles soient porteuses ou non de la mutation, et nous leur donnons un régime qui est riche en gras et en sucre pour qu'à long terme, elles développent de l'obésité et le diabète de type 2. Et nous avons aussi la chance d'avoir une autre collaboration avec un labo à l'Université de Colombie-Britannique. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont obtenu des cellules de la peau d'un donneur qui n'est pas porteur de la mutation. Ils ont modifié ces cellules génétiquement pour qu'elles soient porteuses de la mutation. Donc, on a des cellules qui sont porteuses et non porteuses de la mutation. Et l'avantage de ces cellules, c'est que ce sont des cellules souches. Donc, elles peuvent se transformer en n'importe quel autre type cellulaire, comme des cellules du pancréas ou des cellules du foie. Donc, on est vraiment parti d'une cellule de la peau qu'on peut retransformer en n'importe quel autre type cellulaire. Et grâce à ces cellules, ça va nous permettre de déterminer dans quel organe la mutation va avoir un impact plus significatif. Donc, si je récapitule brièvement, dans mon doctorat, nous avons découvert que la mutation dans PGC rend PGC instable et ça pourrait avoir un impact sur la façon dont on brûle les glucides versus les lipides. Et notre grand rêve serait évidemment de pouvoir identifier qui parmi la population est porteur ou non de la lettre mutée, si jamais on découvre un traitement qui nous permettrait de soit prévenir ou même traiter le diabète de type 2. Mais avant de trouver ce remède miracle, eh bien, on peut toujours continuer à sensibiliser la population au diabète. Donc, j'espère que hier, vous avez porté votre bleu parce que c'est la journée mondiale, le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète, la plus grande campagne de sensibilisation et de prévention au diabète dans le monde. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation puis pour les petites images de pancréas heureux et tristes. Pas de questions. C'est très, très beau. Oui, des questions, certainement. D'ailleurs, encore une fois, si vous voulez venir poser des questions, n'hésitez pas à vous lever. Moi, j'en avais une rapidement. Tu as parlé des cellules souches. Moi, je suis pas scientifique du tout, en fait, là, finalement. Puis tu dis, dans le fond, tu prends des cellules souches, puis tu peux modifier ça à ta guise, là, comme tu veux, quand tu veux. Comment qu'on fait ça? Ben, en fait, chaque cellule, pour
pouvoir les transformer en un organe bien précis, il y a des facteurs qu'il faut ajouter qui sont spécifiques à un organe précis. Donc, on va partir des cellules souches qui sont dans un stade où on peut les transformer en n'importe quel autre type cellulaire. Donc, on va juste venir rajouter des facteurs qui sont spécifiques. Admettons, si je veux avoir des cellules de pancréas, eh bien, je vais ajouter les facteurs qui vont permettre que mes cellules deviennent des cellules du pancréas. Mais ça peut prendre pour avoir des cellules du pancréas, ça peut prendre jusqu'à 7 semaines avant de pouvoir transformer les cellules. Ouais. Moi aussi, je suis grande. Tu as dit qu'il n'y avait pas encore de moyens qui permettaient de déterminer si un humain ou un autre possédait la mutation. Est-ce qu'on pourrait déduire que les personnes qui ont un diabète de type 2 nécessairement ont une mutation, sont porteurs de la mutation? On ne peut pas nécessairement affirmer qu'une personne qui est diabétique de type 2 a la mutation. C'est aussi, j'ai pas été dans les détails, mais lorsqu'on a une mutation dans un gène, eh bien, on a toujours 2 copies de ce gène. Donc, ça se peut que j'ai une partie qui est mutée, une partie qui est non mutée. Donc, puis c'est aussi une personne qui a le diabète de type 2 n'a pas nécessairement la mutation, mais selon les études qui ont été faites un peu partout dans le monde, on a tout le temps une corrélation que les personnes qui ont la mutation est toujours associée à plus de risques de développer le diabète de type 2. Mais ça ne veut pas dire que les personnes ont nécessairement la mutation quand ils sont diabétiques. Oui, Maria? Oui. Ma question, c'est, tu avais l'air de dire que PGC était vraiment impliqué dans tout ce qui est l'énergie, puis l'apport de comment on consomme l'énergie. Mm-hmm. Est-ce que, dans le sens inverse, est-ce que les personnes qui justement ont une meilleure tolérance ou sont plus énergétiques, entre guillemets, ont des niveaux de PGC différents? Est-ce que c'est... Bonne question. J'ai toujours trouvé ça très intéressant dans les études. Les personnes qui sont non porteuses de la mutation ont des meilleures performances sportives dans les sports d'endurance. Mais c'est... Corrélé à quoi? Est-ce que c'est vraiment un niveau de PGC? Est-ce que c'est... Est-ce que vous voulez le corréler à quelque chose vraiment... Ben, PGC en tant que tel est un régulateur des types musculaires. Donc, il y a des types qui sont plus énergétiques que d'autres, des types de muscles. Puis PGC, lui, va aider à la transformation pour qu'on ait des muscles qui sont comme plus énergétiques, qu'on va utiliser plus pour les sports d'endurance. Est-ce que, par exemple, il y a des études sur des athlètes de haut niveau qui montrent qu'ils ont plus de PGC, ou c'est vraiment aller trop loin? Ils n'ont pas... Mais souvent, c'est des études cliniques, donc ils n'ont pas mesuré PGC en tant que tel. Ils font juste associer surtout la mutation avec les types de sport chez les athlètes. Merci. Ouais. Salut, super bonne présentation, c'était vraiment intéressant. Question vraiment naïve. Est-ce que tu dis que la mutation de PGC, ça peut avoir des effets sur différents organes? Puis, est-ce que ça se pourrait qu'une personne ait une mutation seulement dans le pancréas, mais pas dans un autre organe? Non, la mutation, c'est tout le corps. Okay. Donc, elle va être présente dans tous les organes à la fois. OK. Fait que si quelqu'un a une mutation, c'est vraiment de façon générale partout dans leur corps. Ouais. Puis, est-ce que c'est une mutation que tu peux développer avec le temps, ou est-ce que tu es né avec? Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que ça vient des générations avant nous, donc de nos parents. Il n'y a pas d'études qui ont vraiment regardé si ça se développe avec le temps, mais ça suggère que oui, selon l'évolution entre les animaux et les humains, parce que nous, on a conservé les deux, mais alors que les animaux ont plus conservé la version mutée de la protéine. Mais selon les données qu'on a chez les humains avec le brûlage des calories, des glucides versus les lipides, si la lettre mutée brûle plus les lipides, peut-être que c'est pour ça que les animaux brûlent moins, les lipides. Peut-être que les animaux l'ont gardé parce qu'eux doivent hiberner en hiver, donc doivent se faire plus de réserves. Donc, on pense que c'est pour ça que les animaux ont évolué plus avec la version mutée. OK. Mais certains d'entre nous hibernent l'hiver aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est une hypothèse. Allô! La présentation était vraiment bonne. Donc, j'ai une question pour toi. Est-ce que vous savez, en fait, une mutation de PGC, est-ce que ça prédispose, j'imagine que c'est un facteur qui prédispose au développement du diabète de type 2. Est-ce que vous savez, ça se chiffre à combien? Est-ce que ça a été mesuré, ça? Ça se mesure, oui. C'est pas très vulgarisable, par contre, les données qu'ils utilisent, mais
il y a un facteur de risque. C'est pas énorme dans les études, dans une des études, parce qu'il n'y a pas toutes les études qui ont regardé à ce facteur précisément, mais il y aura un facteur de 1,34. C'est plus de risque de développer le diabète. Donc, c'est pas énorme, mais il y a un facteur quand même. OK, merci. Ben oui, c'est vrai que t'es grande. Je veux juste... Et voilà. OK, ça a plus d'allure. Parfait. Ben, on va enchaîner tout de suite avec la dernière présentation de la soirée. Elle va être faite par Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation. C'est beaucoup de choses. Ainsi que professeure de médecine à l'UDM. Ses travaux ont permis de... Salut! Ces travaux ont permis de découvrir de nouveaux mécanismes d'insuffisance rénale et de rejet de greffe. Sa présentation porte sur la santé vasculaire et la prévention de l'insuffisance rénale. C'est ça? Merci pour l'invitation. Donc, comme ça a été mentionné, moi, je suis médecin, je suis néphrologue, donc spécialisée dans les maladies des reins. Les reins, ça fait quoi au juste, selon vous? Ça fait de l'urine. Mais moi, j'aimerais mieux le dire de manière plus poétique. Alors, ce sont les régulateurs de... Non, je suis pas grande, moi. Ce sont les régulateurs de l'homéostasie. Grand mot. Fait qu'au fond, l'homéostasie, c'est ce qui nous permet de rester à l'état d'équilibre. Ce qui nous permet d'excréter tous les déchets métaboliques que nos cellules génèrent, les libérer, les excréter, mais garder les bonnes choses, par exemple. Donc, moi, je les trouve fascinants, les reins. C'est vrai que... Puis vous allez voir, je travaille dans le domaine des déchets moléculaires puis de la mort cellulaire. Alors, probablement 2 domaines qui rebutent tout le monde. J'espère que vous allez trouver ça le fun. Moi, je trouve ça passionnant. Les reins, on en a 2. Hein? On n'en a pas juste un, on en a 2. Ils sont en arrière. Non, nos reins ne sont pas ici. Ils sont ici, derrière donc dans la loge rénale. Et puis, ce sont des organes très vascularisés parce que, justement, leur job, c'est de nettoyer le sang. Donc, ils vont recevoir 20% du débit cardiaque. Et puis, c'est le seul organe où est-ce qu'ils vont recevoir du sang par une artère. Ils vont amener ça dans un petit filtre, on va voir ça. Puis après ça, le sang va ressortir de ce petit filtre-là par une autre artère pour vraiment là, réguler d'une manière tout à fait fine la circulation. C'est beau, c'est tellement beau. Et puis là, je suis pas capable de voir pendant que je vous parle, fait que je vais m'en aller ici. Alors, si on les regarde maintenant au microscope, ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc en rouge l'artère qui amène le sang à mon petit filtre que tous les néphrologues trouvent beau. Ça s'appelle un glomérule. Moi, là, si j'avais un chien, je l'appellerais glomérule. C'est beau. Vous trouvez pas ça beau comme nom? Alors, on est tous des fans des glomérules. Puis ça, ben, c'est là où le sang est filtré, puis les déchets s'en vont dans les tuyaux jaunes ici, donc formation de l'urine. Les déchets s'en vont dans l'urine. Et puis le sang qui a été épuré, ben retourne dans la circulation et continue à donner des nutriments au niveau des tuyaux jaunes, les tubules. Puis les tubules, ben imaginez-vous que votre urine avant qu'elle soit... Imaginez-vous que le sang, c'est comme une salade de fruits, OK? Vous avez des pêches, vous avez des cerises, vous avez des bleuets. Le glomérule, il est capable de filtrer de telle sorte que vous gardez juste les pêches. Mais vous aimez les bleuets. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez faire affaire avec le tubule qui, lui, tout le long, il va aller chercher un par un les bleuets qui restent dans l'urine, puis il va les ramener de l'autre côté. Mais ça prend pas mal d'énergie faire ça, hein? Tu sais, c'est facile de laisser passer tous les bleuets, mais après ça, d'y aller les chercher un à un, ça prend de l'énergie. Alors, les tubules sont formés de cellules épithéliales qui demandent beaucoup d'énergie et c'est pour ça qu'ils sont entourés d'un réseau
capillaires péritubulaires. Puis vous les voyez ici, il y a plein de petits bouts rouges là, qui entourent le réseau jaune parce que ça amène donc l'oxygénation et la nutrition à ce réseau de tubules. Et nous, comme néphrologues, c'est comme si dès que ça devient de l'urine, puis plus ça devient de l'urine, puis plus ça s'en va vers le système collecteur bas, moins on s'y intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment on filtre et on génère le filtrant glomérulaire avec nos beaux glomérules ici qui ont l'air, vous les voyez ici en microscopie par balayage, de petites grappes tout à fait poétiques et belles. Puis ici, en microscopie, venez pas me dire que c'est pas beau, hein? Un glomérule ici, avec sa touffe glomérulaire. Vous avez ici l'espace de Bowman où se forme l'urine et qui s'en va dans le tubule. Puis là, vous avez plein de petites coupes de tubules ici, qui sont un peu plus grossiers, hein? Déjà, des cellules qui sont... on voit qu'il y a comme des choses dans la lumière. Ici, c'est moins fin qu'un glomérule. Donc, quand on aime quelque chose, on y porte beaucoup attention. Puis quand on aime moins quelque chose, on a moins tendance à l'étudier. Et quand on ne voit pas quelque chose, on a encore moins tendance à l'étudier. Or, je vous ai parlé des capillaires péritubulaires qui permettent aux tubules d'aller choisir est-ce que je suis capable de retrouver les bleuets qui sont perdus dans l'urine qui n'est pas, de l'urine finale encore. Les capillaires péritubulaires sont importants parce qu'ils apportent de l'oxygène aux tubules. Ils amènent la capacité de former l'urine finale mature qui va être excrétée. Puis si vous perdez trop d'éléments importants pour vous, les bleuets dans votre salade de fruits, ben vous allez avoir un problème éventuellement dans votre homéostasie, dans votre capacité à rester à l'équilibre. Vous avez donc besoin d'énergie, de nutriments puis d'oxygène pour continuer à choisir, à repérer vos bleuets par les capillaires péritubulaires. Ici, on est chanceux, on en voit. Vous voyez donc ici, je vous ai parlé, les tubules sont un peu plus grossiers que les glomérules. On en voit ici un tubule, deux sortes de tubules différents. Puis là, ici, c'est quand même joli, hein? Vous voyez une petite série de globules rouges, des érythrocytes, qui sont entre deux tubules. Vous pourriez me dire que, quand même, c'est pas aussi beau qu'un glomérule. Et quand même discret, hein? C'est pas ça qui vous saute aux yeux en premier. Je suis certaine que vous avez vu plus facilement les deux gros tubules ici, plutôt que le délicat petit capillaire péritubulaire. Alors, comme c'était pas un glomérule, pas aussi gros qu'un tubule, personne n'a prêté beaucoup d'attention aux capillaires péritubulaires. Tellement peu d'attention que ici vous regardez un petit atlas. J'ai pas donné, je vous dis pas d'où je l'ai pris parce que ce que je veux vous montrer, c'est qu'il en parle même pas des capillaires péritubulaires dans ce petit atlas-là. Hein? On vous parle bien sûr abondamment des glomérules, des différents tubules contournés, proximales, distales, des cellules mésangelles, la macula densa. Tout est là, sauf les capillaires péritubulaires. Mais nous, dans mon lab, on s'y intéresse. On s'y intéresse parce que on a noté qu'ils peuvent disparaître. Et puis, je vous ai dit que je suis une néphrologue. Donc, je travaille dans une équipe multidisciplinaire avec des chirurgiens, des kinésiothérapeutes, des nutritionnistes, des infirmières. Puis nous, notre job, c'est de nous intéresser à des gens qui ont eu une greffe rénale. Puis quand on a une greffe rénale, eh bien, manifestement, on prend le rein de quelqu'un puis on l'amène à quelqu'un d'autre. Bien, pour ça, il faut clamper la vascularisation pendant un certain temps, puis après ça, il faut l'amener chez quelqu'un d'autre. Hein? Mais quand on fait ça, on a une ischémie, hein? On induit donc un arrêt du flot sanguin au niveau du rein. Alors, on s'est dit, il est possible que certaines structures vasculaires n'aiment pas ça. De ne pas recevoir du sang pendant un certain temps.
Et il y avait quand même des données dans la littérature qui nous disaient que les capillaires péritubulaires, ben, sont un petit peu sensibles à cette ischémie-là. Donc, on a fait un peu la même chose avec un modèle de souris. Vous voyez ici les 2 reins chez la souris, puis vous voyez qu'il y en a un qui est plus foncé, le rein ischémique. Et puis, on a vérifié comment se comportent les capillaires péritubulaires par rapport aux autres structures rénales dans le contexte de certains modèles de souris qui sont résistants à la mort cellulaire. Puis pour faire d'une longue histoire une histoire courte, ben ce qu'on a vu, c'est que dans le haut, alors vous voyez ici que une belle arborescence, il y a plein de petits points. Tout ça, c'est de la vascularisation qu'on a imagée par micro-CT. Donc, il y a plein de petits capillaires. Puis qu'après l'ischémie, il y en a pas mal moins. Et que quand on prend des souris qui sont déficientes pour un gène qui régule la mort des capillaires, donc la caspase-3, ben on est capable de maintenir la présence de ces capillaires péritubulaires au niveau rénal. Et puis ici, quelques petites photos sur lesquelles je vais passer vite, mais qui vous démontrent que les souris qui sont déficientes en caspase-3, ben, ici, on a coloré la vascularisation rénale. Puis ce que l'on voit, c'est que c'est beaucoup plus régulier avec les différentes colorations. Il y a moins de fuites. En rouge, ici, ce sont des fuites que chez des souris qui ont eu un clampage rénal. Donc, on est capable de maintenir une plus belle vascularisation, une microcirculation rénale. Nos capillaires péritubulaires, on les garde. Puis ce qui arrive, ben, quand on garde les capillaires péritubulaires, eh bien, on prévient l'insuffisance rénale. Et on s'est rendu compte que si toutes les autres structures, les tubules, même les beaux glomérules que tout le monde étudie, ben, en fait, sont beaucoup moins touchés par l'ischémie rénale, mais que c'est vraiment les capillaires péritubulaires qui sont la clé, qui nous permettent de prédire si le rein va arrêter progressivement de fonctionner puis va amener le patient en insuffisance rénale. On l'a fait chez la souris, mais je voudrais vous souligner que la recherche est un sport d'équipe et que ici on a 2 collaboratrices qui me sont très chères. En bas, Héloïse Cardinal, en haut, Alice Doreille, 2 néphrologues. Et que ces données-là, on les a reproduites aussi chez nos patients qui ont reçu une greffe rénale. Et on s'est rendu compte que ceux qui perdent des capillaires péritubulaires, ben c'est ceux qui ont le plus de risques à long terme d'avoir un greffon qui ne fonctionnera pas très bien. Donc, comment on fait pour prendre soin de nos capillaires péritubulaires? Eh bien, on prend soin de nos reins, mais justement, comme on l'a discuté initialement, en prévenant le diabète, en ayant une tension artérielle qui est normale, en faisant de l'exercice, en s'assurant de ne pas avoir un problème de cholestérol, finalement en s'occupant de tous les facteurs qui peuvent endommager les petits vaisseaux. Puis, ben, en terminant, c'est clair que je peux pas finir sans remercier tout le monde dans mon équipe, mes étudiants, mes collaboratrices, et puis je vous remercie de votre attention. Un gros merci pour la dernière présentation qui clôt un petit peu les autres qu'on avait aussi. Hein, c'est lié au diabète, c'est lié à l'obésité. Tout est dans tout, c'est beau. Donc, encore une fois, dernière fois de la soirée, si vous voulez venir poser des questions, n'hésitez pas à venir en arrière de moi. Question rapide, question naïve. On en a 2 reins. Pourquoi? Parce que des vaisseaux, ça se répare pas si facilement que ça. Et donc, nos petits capillaires péritubulaires, on les perd un peu au fil de la vie. Quand on regarde nos souris âgées, parce qu'on travaille avec des souris qui ont 6 mois ou 1 an par rapport à 8 semaines, on va voir que la densité du réseau en termes de capillaires péritubulaires, elle diminue avec le temps. Et à ce moment-là, c'est vrai des capillaires, c'est aussi vrai de certains glomérules qui, eux aussi, vont finir par s'affaisser. Puisque quand tu filtres toute ta vie, à un moment donné, tu commences à trouver que tu as fait ton travail et puis que c'est le temps de prendre ta retraite. Et donc, il faut avoir une réserve rénale. L'enjeu, c'est que la plupart des gens, avec l'espérance de vie que l'on a actuellement, là, encore maintenant, on vit pas jusqu'à 150 ans, eh bien, notre réserve rénale, on l'utilise pas nécessairement au complet. Et donc, il y a cette notion-là que on pourrait vouloir
considérer donner un de nos reins dans un contexte de transplantation et tout le volet de donation vivante. Mais pour être capable de donner 100 reins, il faut s'assurer que toute la réserve rénale elle est normale et complète et qu'un seul rein sera suffisant pour nous amener jusqu'au terme de notre espérance de vie actuelle. J'avais une question aussi. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous êtes comme médecin et chercheuse, c'est ça? Puis, comment vous répartissez votre temps entre... c'est un peu ça ma question. Combien de temps vous passez dans le laboratoire, enfin, occupé par ça, et puis combien de temps occupé par... Moi, je dirais en fait, j'ai toujours fait beaucoup plus de recherche que de clinique. Donc, puis je suis pas en début de carrière, là. Vous devez vous en rendre compte. Donc, j'ai jamais fait plus que 25% de clinique et je faisais 75% de recherche. Là aussi, au vice-rectorat, j'ai quand même des charges administratives. L'autre élément important, c'est qu'il faut que l'activité clinique enrichisse la programmation de recherche, puis il faut que ta programmation de recherche, un jour, t'espères qu'elle va avoir un impact en clinique. Sinon, ça vaut pas la peine. Et puis, le travail que j'ai pas eu le temps de vous montrer très en détail, mais sur les patients, c'est ça, à quelque part. C'est la capacité de dire, on va trouver quelque chose... que ça soit au niveau biologie cellulaire, moléculaire, mais on va l'amener jusqu'au patient, puis ça va changer la vie de nos patients. Et donc, cette possibilité-là de faire un peu des deux nous donne aussi accès à du sang, de l'urine, des biopsies de nos patients, puis une relation privilégiée avec nos patients partenaires. Fait que ça se fait, un petit peu dur, ça se fait, mais ça se fait quand on le fait en équipe. Alors, c'est pas une carrière pour les Lone Rangers, c'est vraiment dans un contexte où est-ce que, en fait, en équipe, tu vas le faire avec passion et humilité. Et puis là, à ce moment-là, les choses, je pense, peuvent bien se développer. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'était, est-ce que ça serait possible de viser la caspase-3 directement chez les patients puis de l'utiliser comme thérapie dans le futur? Tellement une bonne question. Puis en fait, c'était ça notre idée initialement. Alors, tu sais, c'est clair qu'en quelques minutes, je peux pas aller dans tous les détails, mais ce qu'on a découvert, c'est que les tubules et les capillaires péridubulaires, leur mort cellulaire n'est pas contrôlée par les mêmes mécanismes moléculaires. Et ce que je vous ai pas montré, c'est que la caspase-3, quand elle est invalidée, ça protège les capillaires péritubulaires, mais ça aggrave la mort des tubules. Et ça amène à ce moment-là une mort cellulaire qui est dépendante de la ribkinase 3 avec une approche avec une mort qui est beaucoup plus inflammatoire là, pour le rein. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est cibler la caspase 3, mais précisément au niveau des vaisseaux ou invalider, inhiber les deux voies moléculaires, celles qui prévalent dans les tubules, parce qu'à un moment donné, il faut quand même en faire de l'urine, là. Donc, il faut pas juste amener de l'oxygénation aux tubules pour qu'ils fassent l'urine, il faut que l'urine se fasse. Donc, il faut que les tubules demeurent vivants. Donc, il faudrait pouvoir invalider ou inhiber la ribkinase 3 et la caspase 3 en même temps. Alors, ça, c'est ce qu'on est en train de faire, effectivement. OK. C'est moi qui finis avec ça. All right. Écoutez, c'était la dernière présentation de la soirée. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir et que vous avez appris pas mal de trucs. En tout cas, je sais que moi, j'ai appris une infinité de choses, plus que dans mes cours d'uni. Ça reste entre nous. Écoutez, en terminant, ce qu'on va faire, en fait, c'est on va se laisser un petit moment. On va afficher le lien pour le quiz, en fait. Donc, on vous invite à venir scanner avec votre appareil photo le lien. Vous pouvez aller sur Internet et répondre à nos quelques questions. C'est une question par présentation. Puis, à la fin du quiz, on fait tirer des consommations, comme je vous avais dit, pour le Café Campus. Je vais prendre le temps de remercier aussi tout de suite l'équipe de Bistro-Brain, donc Jérémia, Alexis, Marie-Claudel, Mélisa. Et je vais aussi remercier l'équipe du Café Campus qui nous accueille ce soir. Donc, un gros merci à... Vous pouvez les applaudir en passant, hein, vraiment comme... Ouais, merci beaucoup, voyons là. Encore une fois, un gros merci à David à la technique, à Maude à la sécurité et à Laurence au service qui nous a permis de faire ce bel événement ce soir ici et d'ailleurs tous les autres soirs où on va avoir un événement. Donc voilà.